Alors cette 15e élection générale en Inde, donc la 15e depuis 1947, moment de l'indépendance de l'Inde, s'est déroulée dans une atmosphère conforme aux prévisions, à savoir celle d'une grande messe démocratique. Vous savez qu'en Inde, on a eu ces élections législatives tous les 5 ans. C'est le rendez-vous politique majeur donc pour ce qu'on appelle la plus grande démocratie du monde. Pensez qu'il y avait 714 millions d'individus qui étaient inscrits sur les listes électorales et que donc tout cela a déployé une logistique invraisemblable, près de 800 000 bureaux de vote, 6 millions de personnes concernées par le bon déroulé sur 5 phases particulières, donc quasiment sur plus d'un mois, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc ces élections se sont bien passées dans un climat donc, qui est celui des post-Bombay, novembre 2008, donc rappelez-vous dans cet épisode terroriste et donc particulièrement tragique. On craignait un petit peu que ceci ne pèse sur les débats ou sur la campagne, ça a un petit peu pesé, mais les élections se sont déroulées dans un climat relativement calme, il y a eu très peu de violence, une soixantaine de victimes, c'est toujours beaucoup, mais à l'échelle d'1,2 milliard d'individus, avec des régions plus ou moins donc, rebelles à l'état de droit et à la non-violence, donc ça s'est passé dans une atmosphère que l'on qualifie de plutôt raisonnable. Les élections ont été libres et honnêtes, le résultat est assez clair, il donne un grand vainqueur, qui est le parti du Congrès, donc c'est le parti de la dynastie politique Nehru-Gandhi, qui, sur les 543 sièges qui étaient mis donc à débat auprès de l'électorat, tout seul, sur la seule base donc, de ce parti, l'Indian Congress, récupère plus de 200 sièges, et si on les additionne avec celles de ses alliés immédiats, dans ce que l'on appelle la United Progressive Alliance, s'il vous plaît, donc on obtient donc un chiffre de 262 sur 273 nécessaires pour avoir la majorité absolue. Donc c'est le grand vainqueur, cette partie du Congrès. Il a réussi au-delà de ses espérances, au-delà même de l'ensemble des projections des observateurs. C'est de bon ton pour l'Inde qui donc, profite désormais dans la perspective de la stabilité gouvernementale pendant encore 5 ans. Le pays est secoué par divers phases de rupture particulières, économiques actuellement dans une certaine mesure, sécuritaire, sociale, de relations avec l'étranger proche et avec sa place dans la mondialisation. Tout ceci est de bon augure pour l'Inde. Le nouveau gouvernement donc, est en train d'être composé, d'ailleurs dans ces prochaines heures, il devrait être annoncé sous très peu. Demeura à la tête de ce gouvernement, et c'est la première fois dans l'histoire indienne depuis Nehru, donc depuis les années 60, que le Premier ministre qui sort de sa législature quinquennale va pouvoir donc se succéder à lui-même. Donc on compte sur une grande stabilité dans la future architecture gouvernementale indienne, qui va être soumise à moins de nécessité de coalition, comme ce fut le cas lors de la législature précédente. Donc on s'attend à voir les poids lourds habituels de la législature de ces derniers jours. Le Premier ministre devrait demeurer donc, Manmohan Singh, donc cet architecte de ces 5 dernières années. Autour de lui donc, devront s'additionner un certain nombre de poids lourds, si l'on peut dire, de la politique intérieure indienne. Le Premier ministre, donc lui, ne change pas. Le ministre des Finances devrait probablement lui changer, mais faire partie des caciques du parti du Congrès. Le ministre de l'Intérieur devrait conserver donc, son mandat, et le responsable des affaires étrangères et de la sécurité nationale devrait être dans leurs fonctions. Donc c'est une équipe qui parie sur la pérennité de l'action menée ces 5 dernières années. C'est un petit peu cette relative bonne gouvernance et cette crédibilité auprès des électeurs qui fait que les 60% des 714 millions de personnes inscrites sur les listes électorales ont voté massivement derrière cette équipe gouvernementale qui était crédible, qui est sur la scène internationale plutôt bien reçue, et sur la scène nationale, sur la grande scène politique indienne, jouit d'un lustre que même ses plus fervents opposants n'ont pas cherché à casser ces 5 dernières semaines. Ce nouveau gouvernement va avoir donc une feuille de route assez chargée, une feuille de route assez dense, puisque en définitive, donc, cette plus grande démocratie du monde est affectée par des dynamiques internes et des dynamiques régionales. Parmi les dynamiques internes, là les rendez-vous sont assez nombreux. Il s'agit, on va en dresser quelques-uns, on en oubliera probablement, donc de prendre en compte l'impact de la crise financière internationale sur la scène sociale et économique intérieure. Dans une certaine mesure, il y a donc déjà certains enjeux qui n'ont pas été tout à fait donc, réglés ces derniers mois. Les mois à venir le feront. Il y a le sort donc, sécuritaire indien qui intéresse beaucoup évidemment les électeurs indiens et les citoyens. La question du terrorisme qui, à l'intérieur des frontières, non plus uniquement en venant de l'extérieur. Il y a la question du maoïsme, il y a la question aussi de l'insertion de l'Inde dans la mondialisation.
Est-ce que l'Inde doit davantage s'ouvrir, se libéraliser ou non? Ça, c'est un enjeu à prendre en compte pour les autorités. Il y a la question aussi d'un regain de tension observé au Cachemire depuis 10 à 12 mois. Là aussi, il faut éviter que les choses repartent en direction vers le pire. Et sur la scène régionale ou internationale, il y a des grands dossiers que le nouveau gouvernement signe d'eux, appelons-le comme cela, va devoir donc s'affairer sur ces dossiers. Et la question donc, des relations avec le Pakistan, quelle sera la prochaine architecture des relations? Elles devraient être apaisées, c'est ce qu'appelle Islamabad de ses voeux, New Delhi plus ou moins implicitement. La question donc, aussi de ces autres petits dossiers régionaux importants, on a le cas donc, des relations entre l'Inde et le Sri Lanka, dans cette atmosphère plus ou moins pacifiée en cours au Sri Lanka, les relations avec le Népal, donc, qui sont toujours soumises à de fortes tensions avec l'Inde, les relations avec le Bangladesh également, et à peine plus loin, la place de l'Inde dans cet objectif de reconstruction de l'Afghanistan, qui gêne certains acteurs, à commencer par le Pakistan. Enfin, notons aussi dans les grands dossiers internationaux, l'Inde cherche sa place, elle cherche davantage de reconnaissance, et elle va devoir aussi justifier petit à petit auprès de son électorat la nouvelle qualité de rapport qu'elle a avec Washington. Donc, l'Inde étant l'ancien non aligné, donc charismatique, aujourd'hui c'est un non aligné qui n'est plus du tout donc non aligné, mais qui est en phase de réalignement, de rapprochement vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Il va falloir expliquer tout cela, dans une certaine mesure, à la population. Alors si l'on peut espérer des relations apaisées ou un nouveau chapitre un peu plus clair, un peu plus affable dans les relations entre Islamabad et New Delhi, oui, selon toute vraisemblance. Pour quelle raison? Parce que c'est exactement la teneur du discours du chef de l'État pakistanais actuel, donc Asif Ali Zardari, qui a laissé entendre ces derniers jours qu'il attendait justement qu'un nouveau gouvernement soit en place pour pouvoir reprendre la trame d'un dialogue et d'un dialogue composite, donc visant à aplanir un petit peu les différends. On peut imaginer, sauf revers de fortune, qui peuvent ne pas manquer d'intervenir en Inde ou au Pakistan, on en est régulièrement malheureusement les témoins, on peut penser que Islamabad et New Delhi vont œuvrer dans les toutes prochaines semaines à un certain rapprochement, au moins une décrispation. Cela ferait du bien à ces deux pays, ça ferait du bien à l'ensemble de l'architecture de sous son continent indien, bien sûr.